Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce talk qui va nous faire découvrir les tendances et les bureaux de tendance qui sont aussi appelés les bureaux de style. Ils sont capables 2 ans à l'avance de donner à leurs clients et de deviner les couleurs et les matières que nous aimerons. Pour deviner nos envies, ils scrutent la société et aussi nos comportements. À chaque session de Maison Objet, ils sont présents avec leurs espaces d'inspiration. Alors bienvenue dans les secrets des bureaux de tendance. Je m'appelle Laetitia Nallet et je suis journaliste et je suis très heureuse d'accueillir celle qui a été parmi les premières à créer un bureau de style. J'ai nommé Nelly Rodi. Bonjour Nelly. Bonjour. À vos côtés, forcément, Vincent Grégoire, le célèbre chasseur de tendance, qui est aujourd'hui directeur de création. Bonjour Vincent. Bonjour. Ouais. Et qui est à l'agence depuis 32 ans. Ah ouais, quand même. 32 ans qu'on se supporte. Un fidèle parmi les fidèles. On va commencer avec vous, Nelly, parce qu'on est tous curieux de savoir comment vous avez débuté dans ce métier. Et c'est avec vous aussi, finalement, en même temps que vous, que les bureaux de tendance ont vu le jour. Et d'ailleurs, vous avez écrit cet ouvrage qui s'appelle « Quelques saisons d'avance » aux éditions Bouquin, dans lequel on découvre comme ça toute une époque. Et c'est absolument génial. Racontez-nous un peu les débuts, parce que rien ne vous prédestinait à devenir une tendanceuse, à une créatrice de bureau de style, puisque vous aviez fait un BTS de commerce. Et puis, soudain, vous avez, par hasard, fait un stage chez Prise Unique. Absolument. Alors, je ne suis pas la première à créer les bureaux de style. Il faut rappeler que Promostyle, que Dominique Péclers, après Promostyle, Carlin, ont été également des bureaux de style. Moi, par une chance inouïe, mon professeur m'a dit Nelly, où est-ce que tu veux faire ton stage à Air France, une société de pétrole, Prise Unique. Je me suis dit Prise Unique, c'est beaucoup plus drôle. Et donc, par chance, je me suis retrouvée à Prise Unique à faire un stage. Et là, il y avait une femme exceptionnelle, Denise Fayolle, qui ensuite, avec Maïmé Arnaudin, a monté Mafia. Et cette sublime agence également de tendance et de style, qui est devenue une agence de publicité ensuite. Et Denise m'a posé, je peux raconter ça? Bien sûr. Oui, m'a posé sur le bureau des bocaux de couleurs, les rouges, les bleus, les verts, avec des petits échantillons. Et elle m'a posé une paire de charentaises sur le bureau en me disant, écoute, il n'y a pas de raison que nos grands-pères aient des couleurs tristes sur les charentaises, marron ou noir et blanc. Essaye de faire des couleurs sur les carreaux et les rayures des charentaises. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, bien sûr. Mais ça a été un déclic exceptionnel pour moi. Et tout est parti de là, une véritable rencontre. Alors forcément, on va faire un peu des raccourcis, parce qu'on ne peut pas raconter tout le livre. Et on vous conseille vraiment de vous le procurer, parce que vous verrez que non seulement c'est l'histoire des bureaux de style, c'est l'histoire de Nelly Rodi, mais c'est aussi l'histoire de toute une époque. Et il y a plein de références qui nous parlent comme ça, et ça, c'est formidable. Donc ensuite, vous allez rencontrer André Courrèges. Et lui, il va beaucoup vous aider à créer votre bureau de style. Enfin, il va vous donner un bon coup de pouce. Oui. Ensuite, je deviens assistante du secrétariat de la laine de la Woolmark, où là, j'apprends les tissus. Ensuite, je dirige l'Institut international du coton. Et dans ce cadre-là, je vais à un salon à Francfort et Interstoff. Et dans l'avion, je vois s'asseoir à côté de moi ce monsieur que je reconnais avec sa combinaison bleu ciel de cosmonaute, oui. Et vous avez de la chance quand même dans votre vie. Ah oui, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais eu comme ça une star qui s'est assise à côté de moi dans l'avion. Et il s'assoit à côté de moi, et c'était André Courrèges. Et bien sûr, nous bavardons pendant tout le vol, et une passion, une découverte des doubles personnalités se fait. Et j'avoue que culotté, j'étais jeune et culotté, je lui dis, j'ai ma voiture au parking en dessous. Est-ce que vous voulez que je vous ramène chez vous? Et je l'ai ramené à Neuilly, où Coqueline habite encore. Et sa femme. Sa femme, absolument. Et voilà, une amitié est née. Il m'a sorti de l'Institut du coton, vraiment débauché. Et il m'a donné le titre de directrice de la communication d'André Courrèges. Et j'ai vécu pendant 4 ans des années extraordinaires. Mais quand on travaille avec un créateur, on devient très vite sa groupie.
on devient très vite celle qui s'occupe d'aller porter la voiture pour une révision ou qui l'emmène... Mais pas que ça, vous faisiez plein de choses. Mais ce que Non. vous voulez dire, c'est que vous avez fait de multiples choses Exactement. pour lui. Ouais. Et bien sûr, je suis parti pendant un mois faire un défilé au Hilton avec Patachou. J'ai fait des choses à Copacabana. On a fait des choses extraordinaires avec la cabine et les mannequins. Et j'ai créé un journal qui s'appelait Courrèges Bonjour, puis les parfums, etc. Bien évidemment, des aventures chez André Courrèges exceptionnelles. Et c'était un être éco-clean, sa femme exceptionnelle. Et puis un jour, vous avez envie de voler de vos propres Voilà. ailes. Et un Et vous jour, lui dites. Je lui dis, un jour, je lui dis, André, tu m'étouffes. C'est pas possible, tu m'étouffes, il faut que je fasse quelque chose par moi-même. Et j'ai la possibilité d'avoir un client, c'était les grands magasins Franck et Fils, pour ceux qui s'en souviennent, rue de Passy, qui sont devenus la grande épicerie, et qui me demandaient de conseiller les acheteurs. Et il m'a dit, mais pas de problème, petite, avec son accent, je t'installe rue de la Trémouille. En face, nous étions rue François 1er, où André Courrèges est toujours. Et, Il vous trouve des bureaux. Toujours, absolument. Et j'avoue qu'il m'a donné un bureau, 2 assistants, et je travaillais pour André Courrèges à mi-temps, et j'ai commencé à prendre des clients. Pas mal. Joli coup de pouce pour démarrer dans la vie. Vous l'avez compris, la vie de Nelly Rodi, elle fait rêver. J'ai l'impression que la vie des chasseurs de tendance aussi. Découvrons un peu ce que c'est que leur métier avec, dans les bureaux de tendance, Vincent Grégoire, un outil qui est très important, les cahiers de tendance. Oui, c'est l'outil historique, c'est l'outil générique, c'est le symbole de notre méthodologie. Mais pas que, on travaille beaucoup aussi sur du conseil particulier, du sur-mesure. Mais c'est vrai que le cahier de tendance, c'est mythique, c'est iconique, c'est quelque chose de particulier. C'est vraiment une Bible qui, chaque saison, donne le là en rassemblant un décryptage de nos intuitions, de nos repérages, de l'évaluation de nos signaux faibles. Et les créatifs, mais aussi les gens du marketing, mais aussi les équipes de la communication ont cet outil sur leur table de travail parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour aider à y voir plus clair. Mais alors, comment vous fabriquez ça? Oui. Et ça ne représente aujourd'hui que 35% de notre chiffre d'affaires. Ah oui. L'agence Nelly Rodi est présidée par Pierre-François Lelouette, mon fils. Et aujourd'hui, donc, les cahiers de tendance ou digitaux ou matériels sont encore très appréciés d'une partie de notre clientèle parce qu'ils aiment les échantillons qui sont à l'intérieur, etc. Mais ça ne représente que 35%. C'est vraiment les contrats, comme vous le disiez, très spécifiques pour les industries créatives. C'est-à-dire qu'une marque vient vous voir et vous dit « Travaillez pour moi, aidez-moi à deviner ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, etc. » Là, par exemple, ce qu'on voit, c'est quoi, Nelly? C'est un peu l'ancêtre de votre façon de travailler, le mood board, c'est ça? Le mood board, les storyboards, les mood boards, c'est toutes nos aspirations que l'on étale, que dans des brainstorming, nous retrouvons tous ensemble. C'est une partie de notre méthodologie. C'est-à-dire ça va plutôt être du rapport d'étonnement. Régulièrement, l'équipe, à la fois les équipes business, les équipes créatives, se réunissent pour amener sur la table des intuitions, des convictions, des points de vue qui peuvent être tout autant sociologiques, esthétiques, symboliques, coloristiques ou autres. C'est pas que sur la table, hein. Quelquefois ça se passe par terre. Non, c'est souvent par terre. Voilà, faut avoir une bonne colonne vertébrale. Donc on commence par mettre finalement ensemble plein de choses qu'on a récoltées. On commence par laisser traîner notre curiosité, à être attiré par... En fait, les tendances, c'est des petits signaux faibles, c'est des choses qui nous déstabilisent, qui nous perturbent, qui nous étonnent, qui nous surprennent. Une tendance, c'est jamais quelque chose qui doit rassurer, c'est quelque chose qui doit surprendre, perturber, déstabiliser. Pourquoi on est attiré par un nouveau goût, un nouveau son, une nouvelle esthétique, un nouveau talent, un nouveau comportement? Voilà. Et donc, le fait de se réunir tous ensemble et de mettre ça en commun, on se challenge, on essaye de décrypter. Mais il faut savoir que chez Nelly Rodi, le point de départ, c'est toujours le consommateur. On ne commence pas par les gammes de couleurs, on ne commence pas par les matières. C'est d'abord l'évolution de la société, du contexte environnemental, géopolitique, identitaire, économique, enfin tous ces paramètres-là, pour déterminer des grands drivers de motivation. Je suis désolé, hein, j'emploie des anglicismes, c'est propre à notre métier. Mais voilà, pour
commencer à ébaucher des grandes directions dans lesquelles vont s'incarner, vont se reconnaître des styles de vie, des façons de porter un vêtement, des façons d'aborder les formes, les matières, les goûts. Voilà, ça c'est un petit extrait de cette roue qui nous sert à ranger les comportements de consommateurs. Parce qu'il n'y a pas une tendance, il n'y a pas une typologie de consommateurs. Il y a des consommateurs qui sont attirés par l'émotion ou par des valeurs traditionnelles ou par des valeurs de raison ou des valeurs d'expression. Donc on a des outils méthodologiques qui nous aident à y voir plus clair, à cadrer un peu nos ressentis ou nos rapports d'étonnement. Et ça, on les organise, on les formalise dans les cahiers de tendance. D'accord. Mais alors, racontez-nous un peu votre travail, parce que là, OK, on voit l'outil, un des outils, du coup, puisque c'est plus le principal. Comment vous allez identifier, justement, ces nouvelles choses qui étonnent, etc. Nelly, vous me disiez que vous aviez beaucoup voyagé, finalement. Oui, la curiosité est avant tout la première des qualités. Comme le dit Vincent, en fait, on arrive quelque part. Lorsque j'étais jeune, je suis une vieille dame maintenant, mais quand j'arrivais à New York, je prenais un taxi qui m'emmenait dans toutes les boîtes de nuit. Je disais de m'attendre, et puis je rentrais pour regarder comment les filles Ça, votre étaient boulot, habillées. c'était ça. C'était je vais à New York, je vais faire toutes les boîtes de nuit. Ah oui, vraiment. Ah oui, d'accord. Ça fait partie du boulot. Pour moi, ça faisait partie du boulot. Et aujourd'hui encore, je dis à tout le monde, ne restez pas derrière vos écrans. Oui, il y a plein d'informations qui vous arrivent comme ça, mais il faut aussi aller sur le terrain et aller voir. Donc, tout ce qui est culturel, événementiel, Les salons, les expositions, professionnels, la curiosité de tout voir justement et vous repérez. Votre œil s'éduque au fur et à mesure et finalement vous repérez une petite chose qui... Ah ben oui, bien sûr, ça démarre. Il y a un short là où il y a du naturel. Et ah ben oui, le short n'est qu'anecdotique, mais je vais en faire une grande série, voilà. Et en fait, quand on retourne au bureau et que nous comparons tous ensemble les inspirations que chacun a apportées. Donc chacun rentre de voyage, de salon, Voilà. etc. Avec tiens, moi j'ai vu plusieurs personnes en short, il y a peut-être quelque chose. Oui. Tiens, moi j'ai vu nanana. Exactement. Et vous mettez tout ça en commun. On met tout ça en commun, puis à un moment donné, on décide de construire une histoire. Eh ben oui, ok, on y va. C'est pas la même méthodologie chez les plus jeunes, qui ont plutôt tendance à être devant leur écran et à avoir cette culture de l'algorithme avec une réflexion plus... Alors c'est merveilleux parce qu'on regarde aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y en a une dans l'équipe qui passe sa vie sur TikTok, elle nous fait des comptes rendus très réguliers d'informations tendances, mais ce sont des éléments complémentaires. Il faut être sur le terrain, il faut lire aussi encore des livres de sociaux, des beaux livres, il faut écouter de la musique, il faut être partout, il faut être éveillé au monde et dans un écosystème aussi le plus différent possible. En poussant un caddie dans un supermarché, c'est aussi lourd d'enseignements. Donc on apprend des tas de choses partout. L'intelligence artificielle est en train Puis alors maintenant, en de plus, nous apporter il y a des nouveaux outils. informations extraordinaires parce que le fait de mettre une émotion sur un écran, l'intelligence artificielle vous envoie toutes les images. C'est quand même donc nos métiers sont en train entre l'intelligence artificielle et les métaverses sont d'évoluer. en train d'évoluer, mais de manière extraordinaire. Je ne pense pas qu'il faille avoir peur. Je crois qu'il faut s'en servir et qu'il faut mixer, garder son cerveau, garder ses intuitions, ses sentiments qui passent par le ventre. Garder son innocence aussi. Absolument. Il faut être très ouvert finalement quand on est chasseur de tendance, c'est ça, à tout. Pas se dire je vais pas goûter ça parce que j'aime pas ou je vais pas faire ça parce que j'aime pas, mais au contraire... Moi j'en tire une expérience, il ne faut jamais dire jamais. Ah oui. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Si on doit résumer 30 ans de collaboration ou de collaboration, c'est jamais dire jamais. Voilà, ça, quel est le rôle d'un bureau de style qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs conseil stratégie business et stratégie créative? Pour les industries créatives. Pour les industries créatives. Donc, par exemple, donnez-moi un exemple avec un client. Alors, ils peuvent venir nous voir parce qu'ils ont un déficit de connaissances. Enfin, ils ont besoin d'être confortés dans leur identité, leur positionnement, leurs valeurs. Ils ont besoin d'y voir plus clair. Ils sont un peu le nez dans le guidon. Donc, ils ont besoin d'une assistance plus sur la stratégie de la marque, le positionnement de la marque, l'identité de la marque. Ils veulent comprendre le marché, ils veulent comprendre leur concurrence, ils veulent comprendre les consommateurs.
Donc on vient nous voir pour ce type d'information au départ. Donc on va les aider à bâtir des stratégies, à faire les bons choix. Encore moi, tiens. Je suis pas tout seul. Hein. Non, il y a plein de monde dans l'agence. Allez, voilà, regardez dans le cahier de style les échantillons, assez incroyables. Hein, et puis ils peuvent venir nous voir pour des compléments plus créatifs sur du collectionning, du produit. Des produits qui se ringardisent un peu, ils ont besoin toujours d'avoir un coup d'avance. Nous, on est là pour les aider à être plus désirables et performants, pour mieux se connaître et faire les bons choix dans le business, les bons choix dans la com, les bons choix dans la créa. Mieux se connaître et mieux connaître leurs clients. Leurs clients aussi. Vraiment. Mais il y a évidemment un devoir de résultat quand même, parce qu'ils vous payent pour ce travail-là. Donc j'imagine qu'ils attendent un retour. Évidemment. Et vous avez une histoire à me raconter à propos de Vincent et d'un grand magasin de bricolage qu'il avait conseillé sur le côté bling-bling. Je laisse Vincent le raconter. Allez, c'est Vincent qui raconte. C'est une anecdote, vous connaissez mon côté têtu, breton et poil à gratter. Donc quand j'ai un truc en tête, je lâche pas. Et cette centrale d'achat était beaucoup sur la naturalité, la sobriété, une certaine idée du bon goût. Je leur disais, mais vous avez une clientèle populaire, il y a aussi votre clientèle, elle regarde les anges de la télé-réalité, elle regarde les Marseillais à Ibiza, elle veut aussi du bling. Pourquoi vous mettez ça de côté? C'est aussi une partie de votre clientèle. Ah oui, mais non, c'est pas bon goût, machin bidule. Et bon, a poussé. Et peu de temps après, l'équipe est revenue nous voir en disant, ça nous a déstabilisé ce que vous aviez dit. On a essayé. On a eu des super bons scores. On a augmenté le chiffre d'affaires de 30% sur plusieurs rayons. Donc, ouais, on y va. Donc, la mission d'une agence de tendance, c'est aussi de donner confiance, de bousculer, de faire évoluer aussi nos partenaires et de les faire grandir, de les éveiller aussi, comme nous, on peut être éveillés. Donc, il y a aussi des réalités économiques qui sont... Donc on les éclaire sur les évolutions des marchés, les évolutions sectorielles. Enfin, vraiment, on les accompagne tant au niveau du business qu'au niveau de l'approche créative. Ça ne marche pas à tous les coups parce qu'on ne peut pas gérer tous les facteurs. Nelly, vous avez une histoire à ce propos avec un client où finalement vous avez connu un échec, cette histoire avec la robe. Oui, bien sûr. On ne peut pas prévoir la météo. Et cet été-là, nous avions travaillé sur le Vichy rose et blanc de Brigitte Bardot, pour ne pas la citer, et nous avions fait toutes les vitrines des grands magasins, et malheureusement là il a plu tout cet été-là, et donc on vendait des imperméables, on vendait des parapluies, mais pas les robes en Vichy rose et blanc. Ça arrive bien sûr, mais bon, aujourd'hui c'est beaucoup plus diversifié, et autrefois on partait dans des tendances très monolithiques. Aujourd'hui on a il y a plusieurs tendances, il n'y en a pas qu'une. Il y en a pas. Mais on travaille avec des scientifiques, avec des sociologues, avec des économistes, avec des ingénieurs. Mais c'est vrai, on ne travaille pas avec des météorologues. Il faudrait peut-être. Peut-être. C'est une croisée Eux aussi font de la tendance. C'est ça. C'est une croisée de multiples données. Expliquez-nous quand même comment on arrive à deviner 2 ans à l'avance les tendances. Vous me dites, OK, je voyage, je vois des choses, mais ça ne veut pas dire que... Comment vous faites pour deviner 2 ans à l'avance? Non, d'abord... c'est le schéma de l'industrie de la mode et du textile, mais pas seulement, de l'art de vivre comme nous sommes ici, de la cuisine, de la cosmétique, les loisirs, etc. Tout d'abord, si on regarde la pyramide de fabrication, pour travailler au début d'une saison, en ce moment nous travaillons sur 2026, bien avancé 2026. Pardon, c'est déjà très avancé. Les maquettes sont terminées. On a déjà décidé de l'ensemble de ce que nous allions raconter pour 2026. Il faut commencer par les couleurs. Alors nous avons à l'agence un parti pris qui est que nous ne travaillons pas avec des couleurs existantes. Nous teignons, nous faisons teindre par des artisans les couleurs auxquelles nous croyons très fortement. On commence toujours par un fil. Donc il y a un fil, ensuite il y a un tissu ou une matière première. Puis, donc là, il faut du temps entre le fil et la matière première. Et puis ensuite, entre la matière première et la forme, si c'est un vêtement, il y a encore 6 mois. C'est pour cela qu'on a ce rythme de 2 ans avant.
et les différents salons professionnels montrent ensuite le résultat de ces différentes tendances que nous avons prévues. Alors, quand je dis prévoir, oui, en fait, les équipes que nous sommes sont des piles sensibles, sont presque des animaux qui sortent de leurs antennes. Et nous pressentons très à l'avance, à la fois avec les sociologues dont nous parlions. Là, moi, j'ai d'ailleurs été la seule, très honnêtement, dans les agences de style à travailler dès les années 80 avec Bernard Catla, Michel Serres, Michel Maffezoli, le professeur Maffezoli, avec Daniel Cohen. Et puis, je pense oh mon Dieu, c'est pas grave, on a beaucoup passons. travaillé avec lui. Pardon, On le j'ai un retrouvera. trou, c'est mon âge. Donc là, nous essayons effectivement de confronter le consommateur en termes de sociologie et les instincts qui nous dirigent vers une direction ou une autre. Il y a aussi des paramètres totalement objectifs, parce qu'il y a une part de subjectivité, d'intuition, de ressenti, de part de probabilité avec du calcul, mais il y a aussi des éléments très très objectifs. Quand on travaillait en 2022 sur l'année 2024, on regarde très précisément tous les événements qui sont censés apparaître en 2024. Et c'est sûr que le fait qu'il y ait la réouverture de Notre-Dame, les élections, les JO, plein de paramètres, la commémoration des 80 ans du débarquement. Donc c'est évident qu'il va y avoir des sujets sur le roman national, l'identité française, l'identité nationale. Les événements politiques 2024, c'est l'année des élections aux États-Unis, des élections, si on peut parler d'élections en Russie, élections européennes. Donc il y a beaucoup de challenges. C'est une année de dragon de bois. Donc ça peut paraître un peu ridicule, mais on regarde aussi ce genre de paramètres. Est-ce que ça va amener le retour des mouvements réactionnaires? Est-ce qu'au contraire, les mouvements progressistes vont prendre le lead? Est-ce qu'il va y avoir des situations de repli sur soi, des situations d'ouverture? Conquête spatiale. Normalement, 2024, on est censé avoir la première femme qui mettra le pied sur la Lune. Bon, il y a beaucoup de projets de conquête spatiale encore. Donc, voilà, c'est des petits signaux comme ça. 2023, on avait dans le viseur le film Barbie. C'est évident qu'on allait bouffer du rose parce qu'il y avait une campagne marketing, une campagne de com. Bon, cette année, si vous surveillez le vert fluo, le vert acide, parce qu'il y a plein de films et de sujets d'expos, d'événements sur les martiens, sur les extraterrestres. Donc, il y a plein de choses. Donc on voit le retour de la pâte à prout, la smile, la slime, enfin plein de choses autour du verre, de cette famille de verres presque un peu irradiant, parce qu'on a peut-être envie et besoin d'un nouveau fantastique, de nouveaux imaginaires qui viennent d'ailleurs, qui vont peut-être nous sauver ou peut-être nous détruire, on ne sait pas, on se garde bien de... Voilà, donc c'est des tas de paramètres qu'on met bout à bout, plus nos observations de l'évolution des comportements, de l'évolution des comportements de la jeune génération, mais pas que, comment les boomers envisagent l'avenir, comment les classes sociales supérieures ou les classes populaires réagissent. Enfin, c'est tous ces paramètres qui rentrent dans la composition de notre potion magique, quoi. Mais alors, comment vous en arrivez? On va prendre l'exemple de votre travail à la Samaritaine. Comment vous en arrivez à conseiller à un grand magasin de parler de poils? Parce qu'il y a plein d'éléments perçus en avance autour du retour de la pilosité, du poil, du être à poil, en profiter, du cheveu, des expos qui allaient sortir en même temps. Voilà, donc on les accompagne aussi pour qu'ils soient raccords avec le contexte. Au moment où la mission, c'est avec les équipes merchandising et les équipes style, les équipes communication, pour que le moment de sortie de l'événement commercial colle avec des événements culturels, avec les attentes consommateurs. Donc voilà, il y a du calcul. Mais quand on voit ça, franchement, on se dit, moi j'aime bien leur job, hein, je ferais bien ça. On a l'air de s'amuser par moments. C'est du boulot. Ah, c'est du boulot. Je veux bien le Il faut croire. avoir la santé, il faut avoir l'énergie, il faut surtout ne pas avoir une curiosité qui s'émousse.
Alors, vous parliez des couleurs tout à l'heure. Voilà, quelques photos à ce propos. Donc, vous disiez, Nelly, que vous faisiez votre propre gamme de couleurs. En 2024, c'est quoi? Donc, on est encore dans le rose. C'était plutôt 2023. Oui, mais il faut regarder les cahiers. Ah, N'hésitez pas à venir à l'agence. Et tiens, nous là, par faisons exemple. des présentations très régulièrement. Ce qui est important, c'est encore une fois que ce sont des couleurs exclusives. Même chose pour les matériaux d'ailleurs que nous présentons et même chose pour les photos. Nous sommes les seuls également à réaliser nos propres photos et nous avons aussi la chance d'avoir une Cécile Rosentrock, notre directrice de création, qui est une photographe exceptionnelle, mais pas seulement. Nous travaillons avec d'autres photographes depuis... Et de l'intelligence artificielle. Et de aussi. l'intelligence artificielle aussi maintenant. Voilà, tiens, ça c'était le petit sujet sur... Ça, c'est quelle année alors? Ça c'est 24. C'est ça. 24. 24, Mars le besoin de attaque. singularité, de se rapprocher justement de ces approches un peu plus science-fictionnesques, martiennes. Donc on décrypte le pourquoi, le comment, on met en face des talents, Oui, puis il y a Clara Daguin qui fait des vêtements lumineux, comme l'image précédente que l'on vient. Si vous n'avez à pas peu le près de moral, voir. regardez Oui. World of Wearable Art, ça va vous donner, ou le travail de la maquilleuse Mei Pang, voilà, ça peut être inspirant. Bon, c'est niche au départ, mais nous, notre travail, c'est d'anticiper, de repérer ces phénomènes un peu snob, un peu niche, un peu pointus à leur démarrage, à leur naissance, et voir comment ils peuvent, en fonction d'un contexte économique, géopolitique ou autre, infuser sur le reste de la société. Donc voilà, il y a des grands sujets qui nous animent. Vous distinguez deux tendances en fait, hein. Une tendance qui s'inscrit dans la durée et des tendances qui sont plus anecdotiques. Il y a trois temps. Il y a le court terme, Ouais. quasiment à la semaine, quand je parlais des équipes qui sont sur TikTok à longueur de temps. Voilà, c'est un baromètre de la semaine. C'est quoi le challenge de la semaine? C'est quoi le look de la semaine? C'est quoi le people de la semaine? C'est quoi? Donc ça, on regarde ça. Il y a le moyen terme à 2 ans et le long terme où on peut bâtir des scénarios plus à 5 ans, voire quelquefois à 10 ans. Ça peut arriver sur la façon dont on va voyager dans 10 ans, dont on va se nourrir dans 10 ans. On a des clients qui ont besoin de voir plus loin. Par exemple, dans le cinéma ou à la télévision, il paraît qu'on fait Les appel à séries vous. télé, ouais. Vous travaillez pour Netflix, vous travaillez pour plusieurs séries. Oui, ils ont besoin, les scénaristes ont besoin de comprendre l'époque, d'avoir des points d'accroche, ils ont besoin d'avoir des insights sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de la jeune génération, qu'est-ce qui se passe dans la tête des classes populaires, de manière à créer des thématiques, d'infuser des thématiques en fonction de l'actualité. Netflix, parce qu'un ils se film- servent des publications pour des ambiances esthétiques dans les séries, des idées de nouvelles séries, de nouvelles productions. Là, on va travailler plutôt 5 ans à l'avance, parce que le temps de mettre au point, c'est comme mettre au point un parfum. C'est ça, ouais. Ça se fait pas à la dernière minute, hein. C'est des process qui sont extrêmement longs, quand en plus ils sont testés par des consommateurs. Voilà, donc il y a un travail qui est sur le temps long. Et donc voilà, vous les séries, c'est évident parce qu'ils ont besoin de savoir finalement comment vont se comporter les protagonistes dans 5 ans, quelles seront les tendances Nos du clients, moment. au démarrage, c'était la mode. Maintenant, c'est toutes les industries créatives et culturelles. Et quand on dit industrie, ça peut être des petites PME, comme des grands groupes, du luxe, de la grande distribution. Enfin, tous ceux qui ont besoin d'avoir un coup d'avance, qui ont besoin qu'on les aide à mieux comprendre l'époque, à comprendre qui ils sont, à rester désirables et performants. Voilà, tous nos clients sont les bienvenus. Ils ont besoin également qu'on leur décrive un peu les univers esthétiques. C'est ça, bien sûr. Autour, oui, bien sûr, la personnalité de chaque acteur, mais également l'univers esthétique autour. Et Nelly, moi je vous trouve incroyable parce que vous parlez d'avenir, c'est vous qui avez évoqué l'intelligence artificielle tout à l'heure. Alors comment l'intelligence artificielle va changer votre métier? Ça par exemple, c'est une photo réalisée avec l'intelligence artificielle. Ben oui, c'est assez extraordinaire. Alors, ce qui fait peur, c'est que tous nos métiers sont en train de changer. C'est-à-dire designer, graphiste, photographe, maquilleur, coiffeur. C'est vraiment... les images peuvent se produire
Je regardais le film que Thierry Ardisson a fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là où il a l'émission interrogé. où il fait revivre des Il fait gens. revivre Jean Ouais, Gabin. c'est ça, voilà. Et il interviewe Jean Gabin dans un grand hôtel Ouais. en train de prendre un verre. Ils sont tous les deux en face, l'un et l'autre. Alors bien sûr, on voit Jean Gabin. On voit que c'est pas Jean Gabin. Il y a des petites transformations physiques qui sont pas tout à fait. Mais c'est quand même extraordinaire. Incroyable, ouais. Et Jean Gabin est en train de répondre. Après, c'est Mitterrand qui arrive. Voilà. Et on est en train de créer ce monde. Et dans le cadre du réseau de l'innovation du textile et de l'habillement dont je suis coprésidente, j'ai emmené un groupe d'industriels textiles il y a un mois en Corée. Et nous avons visité une entreprise qui fait des jeux vidéo. Et lorsque nous les avons visités, bien sûr, leurs clients, nous leur avons demandé leurs clients. Je me permets de vous le dire, Louis Vuitton, Hermès, Chloé, Dior, toute notre couture, notre luxe français est client de cette société. Et en fait, lorsqu'ils nous ont fait des démonstrations, le jeu vidéo, vous cliquez sur le guerrier qui est en train de combattre quelqu'un d'autre et il a soit un sac, soit un vêtement. On clique et ce vêtement est livré 48 heures après sur votre palier, dans la boîte Dior ou dans la boîte Chanel. Posé devant votre porte et livré, vous pouvez le commander immédiatement. Et le chiffre d'affaires que font nos sociétés de luxe aujourd'hui est déjà extrêmement développé sur ce côté-là. Alors en Corée, le vol n'existe pas. Donc on peut passer sur les paliers des immeubles. Déposer la porte, oui, c'est ça. Parce qu'en France, si on nous dépose un paquet devant la porte Dior, je crois que ça va être difficile en France. Ça va être compliqué. Hein. Mais ils vont très vite résoudre le sujet de la livraison. Ouais. Donc voilà des choses qui évoluent qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 5 ans. On peut aussi essayer ces vêtements avec un avatar. Alors là, je ne sais pas, je ne veux pas répondre. Oui, bien sûr. La Corée, c'est un pays fantastique. Nous, c'est notre terrain de jeu depuis 30 ans. On a rencontré cette culture il y a 30 ans de la Corée en elle-même. Ah, de la Corée, oui. Ouais. C'est un laboratoire d'idées absolument par extraordinaire. l'avatar, j'avoue que je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que ça commence à exister, hein, c'est ça. Alors moi, je voudrais dire qu'il y a deux sujets majeurs chez Nelly Rodi. En ce moment, il y a la digitalisation du monde, toutes ces nouvelles technologies. Alors après, qu'on en ait peur, qu'on tente de les apprivoiser, moi je trouve que c'est plutôt une chance merveilleuse pour nous, les créatifs, justement parce qu'il va falloir qu'on soit encore plus créatifs, qu'on ait encore plus de culture générale, de curiosité, d'intelligence. Voilà. Et le deuxième sujet qui anime Nelly Rodi, c'est la RSE. Donc la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et à ce titre, on est très très fiers parce qu'on a eu la certification B Corp lundi. Et donc ça amplifie notre mission justement d'éclaireur, à la fois pas que d'être lanceur d'alerte, mais être force de proposition sur ces nouvelles possibilités, ce qui va changer le monde et ce qui va nous emmener vers des lendemains, on espère, plus rayonnant et plus positif. Vous allez donc conseiller vos clients sur ce côté-là. On n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix. On n'a plus le choix. De toute façon, les législations vont interférer. Si on n'a pas réalisé, il y a plusieurs shifts, les nouvelles technologies, les nouvelles générations, bon, c'est un peu lié. Et la RSE, ce sont les symboles des grandes mutations contemporaines. Et on ne peut pas aujourd'hui conseiller un fabricant de la même manière que nous le conseillions il y a 10 ans. C'est-à-dire que vraiment, l'assisement, moins c'est mieux, est devenu quelque chose de fondamental. On ne peut plus produire les quantités énormes que nous produisons aujourd'hui sur cette planète de la même manière. C'est pas possible. Oui, mais pourtant, vos revenus dépendent de ça aussi. Il faut qu'ils produisent pour que vous ayez... Et les fabricants aussi. Ouais. Parce que leur chiffre d'affaires, ils sont censés le développer.
Comment les entreprises vont-elles vivre économiquement parlant si elles doivent réduire leur production, réduire le nombre de prototypes, de quantités, etc., tout en ne donnant pas de chômage et en gardant le chiffre d'affaires. Ce sont de véritables challenges aujourd'hui. Mais ça fait 10 ans, je crois, que vous accompagnez déjà les entreprises sur ce point-là. Ouais, c'est une conviction très très forte qui nous anime depuis au moins 10 ans, mais voilà. Voilà, et là, vous êtes aujourd'hui ici pour nous raconter les bureaux de tendance. D'une manière générale, parce qu'ils font tous un peu le même job que vous, après chacun avec sa manière. Et non, là ça gratte un peu. Ça gratte un peu. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Là, on a la même base, on a la même rampe de lancement, mais franchement, l'approche sociétale, comportementale, c'est vraiment une exception Nelly Rodi. Le fait de partir du consommateur, de la consommation, c'est vraiment notre identité forte. Je ne renie pas tout l'héritage de la couleur, des formes, des matières, cet héritage de la mode. Mais c'est vraiment ce qui nous anime, c'est l'évolution de la compréhension, le décryptage de la société et de ce regard sur la consommation. Et justement, comment on fait pour arriver à capter le comportement des gens ? On fait des tables rondes, des enquêtes, des sondages. On rentre dans la tête d'interlocuteurs, de populations très différentes. Et puis après, on rebondit, on fait des projections. On se dit, le constat, il est de tel type, en fonction de certains paramètres, de l'écosystème dans lequel nous, en tant qu'individus, on patauge, de se dire, si demain c'est ça, après-demain, ça pourrait être telle posture qu'on va adopter ou telle valeur qui va dominer. Vincent, vous êtes assez doué pour inventer des mots. Oui, cette réputation-là. Par exemple. Je sais pas, les aristocrates, les gens attachants. Il adore. Il adore. Ça fait 32 ans qu'il nous invite. Qui nous saoule avec ses jeux de mots. Quand on est journaliste et qu'on interviewe Vincent, à chaque fois on se dit mais qu'est-ce qu'il va nous tous ces mots? Non, mon dernier en date, il est un peu faible, mais je l'aime bien quand même. C'est consommeur sans. C'est-à-dire toute cette nouvelle génération. On observe depuis le Covid un changement de paradigme dans les comportements de la jeune génération, de la génération alpha, c'est-à-dire nos enfants, et beaucoup la génération Z. Consommeur sans, mélange de consommateurs et de commerçants. C'est-à-dire que quand ils achètent quelque chose, très souvent, ils pensent déjà à la façon dont ils vont le revendre. Ça, c'est hyper nouveau. C'est en train de ficher le bazar dans la distribution, dans la communication, dans la création. Quand ils vont sur Vinted ou autre, ils sont à la recherche de pépites qui vont prendre de la valeur. Alors ils sont prêts à tout, ils sont prêts à trafiquer, à séduire, à faire plein de choses pour se donner les moyens. Mais ce nouveau rapport à la possession, au matériel ou à l'immatériel, c'est extrêmement intéressant. Et c'est des changements de paradigme qui sont très très curieux, un peu déstabilisants et en même temps porteurs de solutions pour demain. Un petit mot, Nelly, sur vos locaux qui sont absolument magnifiques, que vous m'avez fait visiter, c'est un ancien hôtel particulier. L'hôtel Chromo du Bourg, voilà, au 9 de la rue Cadet. Avec ce piano. Oui, avec ce piano. Chromo du Bourg, Louis XV a offert à son fruitier, celui qui faisait ses fruits, donc cet hôtel particulier. Et nous avons gagné le concours de la ville de Paris, qui cherchait quelqu'un pour l'habiter et faire vivre le quartier aussi, parce que les écoles viennent, on leur parle de tendance. Et dans cet hôtel particulier a été racheté ensuite par Vepler et Chopin était un ami très intime et il a joué là et vous voyez un piano identique à celui sur lequel Chopin a joué ses premières valses. Nous sommes très très fiers d'avoir ces locaux. Oui, et vous faites des petits concerts du coup? Nous faisons aussi des petits concerts 3-4 fois par an avec l'association Chopin. Ouais, c'est vraiment un lieu d'effervescence créative parce que ça a été un salon de musique, un salon de poésie, un salon littéraire. Et notre mission, c'est aussi de faire revivre ce lieu, mais de façon contemporaine. Donc dans ce salon, les premiers concerts de Liszt, de Chopin, de Mendelssohn ont été donnés parce que c'était le showroom de la famille Pleyel. Et voilà. Et donc on a une. Pleyel. Oui, non, mais c'est. Oh, pardon. Pleyel, pardon. On a aussi une galerie d'art, la galerie de Royon, qui fait des accrochages hors les murs. Donc on a la chance de
d'être dans un environnement de qualité propice à la réflexion et à la prospective, à l'émulation et vraiment à la créativité, quoi. Endroit incroyable. Nelly, un petit mot sur Paris, capitale de la création. Oui, je suis présidente et avec la Chambre de commerce de Paris, capitale de la création, qui a été créée par Maisons et Objets. Aussi, il y a maintenant, et Étienne Cochet, que nous avons vu là tout à l'heure, il y a maintenant une quinzaine d'années à peu près, oui, quelque chose comme ça, et qui regroupe l'ensemble des salons ou professionnels ou artistiques, Art Paris, Art Photo, Paris Photo, la lingerie, le salon de la lingerie, Maisons et Objets bien sûr, Tex World, etc. Et qui fait que Paris reste la capitale de la création. Et je vous invite, parce qu'il y a des petits déjeuners dans lesquels nous bavardons de différents sujets, et vous pouvez flasher le code Voilà, le QR code. Et vous inscrire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors quand même un mot sur les tendances qu'on va découvrir dans ce salon Maisons et Objets, parce qu'il y a aussi ça, il y a les espaces tendances sur Maisons et Objets depuis très longtemps. Hein, Nelly, vous êtes là depuis les débuts. Ah oui, vraiment. Ouais. Et ça, c'est très très chouette. On est très friands de ces espaces-là. Quelles sont les tendances là pour 2024 ? Alors on a évoqué les aliens, il y a d'autres choses ? Moi de toute façon, j'ai un coup de cœur. Alors, je me permets de le dire, j'ai un peu l'impression, et Mélanie ne m'en voudra pas, la directrice générale du salon qui est là, que Maisons et Objets, c'est un peu mon bébé aussi. Ah oui. Vraiment, parce que j'ai fait partie des toutes premières groupes de travail, et puis ensuite des tendances ici que nous avons créées. Et Elisabeth Le Riche, qui était avec moi à l'époque, depuis tout ce... Et François Bernard. François Bernard, ouais. Et François, qui était également... Moi, je les ai remplacés quand vous m'avez Quand je recruté. vous ai engagé, Ouais. oui. Vous étiez le petit nouveau Oui, à l'époque. exactement. Remplaçant. Oui. J'étais Et sur le banc de donc, touche. j'avoue que j'ai un coup de cœur particulier toutes les saisons sur le travail que fait Elisabeth. Donc, ne ratez pas son espace. J'ai pas eu le temps de voir l'ensemble du salon, mais qui est magnifique, qui est superbe, qui a été d'ailleurs pensé, travaillé de façon assez extraordinaire. Donc là, vous êtes dans l'ambiance Maisons et Objets, qui est quand même le premier salon au monde Oui. de l'art de vivre. Nous avons cette chance-là, 30 ans après, puisqu'il s'agit d'un anniversaire aussi sur cette session que nous fêtons les 30 ans de Maisons et Objets. Oui. Mais tout est tendance dans le salon. Les exposants, Future on Ouais. Stage, les Rising Talents, les talks, tout est matière première à tendance. Il y a les forums, bien sûr, où on synthétise une pensée, fait une proposition, mais tout est source d'information et d'inspiration, qu'elle soit business ou créative. Donc le salon est un forum tendance géant. Et c'est la mission de ce salon, c'est d'éclairer, c'est d'être un espèce de phare dans une période qui est assez douteuse. C'est un salon qui est censé porter des bonnes vibrations, des bonnes énergies. On est censé découvrir des tonnes de choses. Donc le forum tendance, c'est le salon lui-même, en fait. Et dans Sans oublier le relais en digital aussi, Ouais, parce que ouais. voilà, il y a d'autres territoires d'expression. Il n'y a pas que le territoire d'expression physique, il y a aussi et aussi ce qu'on en fait. Et donc, il faut le visiter comme si on était un peu dans votre peau de chasseur de tendance, c'est-à-dire en gardant le radar sur on, vous m'avez dit, et en étant éveillé, émerveillé, attentif à tout ce qui se passe. C'est un peu ça, hein ? Ouais, puis pas d'avoir d'a priori, se laisser bercer, se laisser emporter. Alors je sais que ça prend du temps, mais de rencontrer les talents, de dialoguer avec eux. Ils font les choses avec passion, avec les tripes. Et il y a vraiment une exception française avec ce salon qui porte une French touch qui est vraiment très importante, quoi. Et vous parlez d'exception française, et Nelly, vous m'avez dit que les bureaux de style, c'est une exception française ? Oui, aux États-Unis, il y en a également, mais tout à fait différents, qui travaillaient uniquement sur la couleur, qui ne travaillaient pas sur les ambiances. Et c'est une exception française, absolument. En fait, chez les anglo-saxons, il y a une différence culturelle entre la sémantique, la signification du mot tendance quand on est chez les anglo-saxons et quand on est chez les latins. Quand on est chez les latins, une tendance, c'est quelque chose qui est branchouille, qui est niche, qui est élitiste, qui est snob,
qui émane plutôt de gens qui ont envie de se démarquer, qui ont envie d'être en avance, alors que chez les anglo-saxons, c'est plutôt tourné vers le business. Quelqu'un qui a porté la première fois un jean déchiré au genou, pour les Latins, c'était une nouvelle tendance qui apparaissait. Pour les Américains, c'est quand énormément d'éléments du marché en font un succès commercial. Donc on n'a pas, voilà, nous on est bon pour faire de la créa, on est peut-être moins bon pour faire du commerce, alors que les Anglo-Saxons sont bons pour faire du commerce et peut-être moins bons pour faire de la créa. Je vais pas me faire des copains. En français, nous n'avons qu'un mot pour dire tendance. Tandis qu'en anglais, nous avons trends et forecast. Trends sont les tendances et les forecasts qui sont plutôt des prévisions. Ouais. Après, on rajoute insight, foresight. C'est ça. Et donc, mais les Américains sont quand même aussi à l'origine de toutes les sociétés de couleurs, de pigments de couleurs, de polyester, de synthétique. Et donc, sont très, très en avance aussi sur le textile et le business. Ils ont inventé le sportswear, donc quand même été la révolution majeure de l'après-guerre. Donc, nous, on était haute couture, eux, ils étaient sportswear. Alors, vous m'aviez dit, parce qu'on vous a parlé tout à l'heure des cahiers de style, et il paraît qu'il y en a qui se vendent sur le Bon Coin, à prix d'or. On en a retrouvé, ouais, c'est ça nous a fait rire le jour. On est très contents. On est très content aussi quand nos clients nous montrent ce qu'ils en font. On était avec les Américains il n'y a pas longtemps et ils n'osaient pas nous sortir le cahier. Et quand ils ont fini par se décomplexer un peu, il était couvert de post-it avec. Il était complètement très abîmé. J'ai dit, au contraire, c'est trop génial, il sert. C'est un objet de vie. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais merci à tous les deux pour ce moment passé avec vous. C'était vraiment incroyable de découvrir votre façon de travailler, votre métier qui nous fait rêver. Je crois qu'on est nombreux à se dire chouette, on aurait bien fait ça. Oui, on peut les applaudir évidemment. Merci. Merci. Et je rappelle le livre de Nelly Rodi, Quelques saisons d'avance aux éditions Bouquin. Merci à tous. Prochaine conférence dans quelques minutes.